c'est un plaisir pour moi d'être ici. Ça faisait longtemps qu'on discutait de cette opportunité de venir faire une présentation, éventuellement échanger avec le groupe ici. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu euh, les quelques travaux autour de la scintilliométrie. Donc qu'est-ce que c'est que cette scintilliométrie pour ceux qui ne connaîtraient pas ça encore. Comment moi j'ai envisagé les choses avec cet instrument qui est un très joli instrument voilà, quand on l'a dans le paysage comme ça et qui est très intéressant au niveau de la physique et de la mécanique qu'il y a derrière et qui permet de répondre aujourd'hui à des questions d'hydrologie à l'échelle du paysage et ce qui intéresse plusieurs groupes de recherche. Alors juste quelques mots peut-être sur l'équipe dans laquelle je travaille, qui est une équipe donc de l'IGE, de l'Institut des géosciences et de l'environnement. Alors comment ça marche ce truc-là? Je peux faire ça, c'est ça, voilà. Donc c'est une équipe on cherche à caractériser le cycle de l'eau continentale et en particulier pour répondre à des questions autour des ressources en eau et dans les milieux dits complexes où les ressources en eau sont les plus vulnérables. Et ça consiste en quoi? Donc à de la quantification, quantification de la recharge, qu'on appelle donc recharge des nappes phréatiques, quantification du ruissellement, quantification de l'évapotranspiration, donc des différents termes du bilan hydrologique. On est une équipe qui travaille essentiellement d'abord sur la mesure de ces différents termes, et cela à différentes échelles, et pour étudier donc les processus associés au cycle de l'eau. Et dans les milieux, qu'est-ce qui manque là? Pardon. Oui, dans les milieux complexes et en particulier, donc qui nous amènent vers cette vision intégrée du cycle de l'eau qu'on appelle aujourd'hui la zone critique, qui est cette couche de la croûte terrestre entre la roche et le sommet des arbres, ou un petit peu la couche limite atmosphérique. Et on regarde donc on est une équipe qui, de par les différentes approches que l'on utilise, permet de caractériser dans sa globalité cette zone critique. Alors pour ma part, je m'intéresse effectivement à l'évapotranspiration et avant d'aller vers ce thème-là, juste une slide aussi transparent de présentation un petit peu de ce qu'on appelle milieu vulnérable. Alors, je me suis appuyé sur ces deux papiers de Sullivan en 2009-2013 qui montrent un petit peu, qui cartographient un petit peu les aspects vulnérabilité, alors avec différents critères qui sont de ressources disponibles en termes de précipitation ou d'utilisation et d'usage, de politique aussi également. Et donc on voit évidemment apparaître des régions comme si ça marche, ça. Comme l'Afrique de l'Ouest et comme l'Afrique en général. Apparemment, le Canada n'est pas très vulnérable vis-à-vis de la ressource en eau. Surtout, très intéressant, c'est que en fait, il y a de l'attribution qui a été faite sur différents critères, donc sur les aspects, encore une fois, géopolitiques ou capacité des populations à s'adapter, etc. Et ce qui ressortait en fait pour moi c'était ce point-là, qui est que en fait une grande partie des réponses associées à la vulnérabilité provient de la quantification des ressources. Quantification des ressources en termes d'apport, en termes de recharge des nappes, en termes de dynamique de ces nappes-là. Et évidemment, derrière ça, si on regarde la suite, vous avez ici donc le cycle de l'eau qui a été remis à jour là, ces dernières années par Trenbert. Et les termes les prépondérants là-dedans, eh bien, c'est évidemment les précipitations. Et le deuxième terme prépondérant pour le cycle continental de l'eau, c'est l'évapotranspiration. Et voilà, donc c'est l'un des termes qu'il faut savoir documenter correctement si on veut documenter correctement la ressource en eau et donc la vulnérabilité. Alors, est-ce qu'on sait prédire l'évapotranspiration? Donc, ça, c'est un petit travail c'est un gros travail qui a été fait par le groupe ALMIP, donc
c'est un programme de comparaison de modèles sol, végétation, atmosphère, et qui montre la diversité des modèles que l'on utilise aujourd'hui, des modèles sol, végétation, atmosphère, ici représenté par donc ce qu'on appelle la fraction évaporative, qui est le rapport entre évapotranspiration et énergie disponible à la surface. Et ça illustre juste un exemple hein, sur une végétation donc ouest africaine, une jachère ici, où quand on regarde cette fraction évaporative en fonction de la teneur en eau dans le sol, bon, ben, on a un comportement qui semble assez univoque. Et quand on regarde ce que sont capables de faire les modèles vis-à-vis de ça, donc vous avez ici toute la diversité des modèles. Alors on voit que déjà on n'a pas une courbe univoque dans tous les modèles, on a plutôt des courbes avec hystérésis, et puis une diversité qui est énorme, ce qui montre que notre capacité à prédire ce terme-là dans les modèles sol, végétation, atmosphère, aujourd'hui, il est pas très bon et ça demande encore un peu de travail pour pouvoir mieux prédire les ressources en eau en particulier. Alors, pourquoi c'est si compliqué de décrire les ressources en eau et l'évapotranspiration est ce terme donc qui permet de quantifier la perte des surfaces continentales en eau. Alors juste quelques définitions. Là j'ai remis donc ces flux de chaleur et de chaleur sensible et de chaleur latente. Alors si on s'arrête à c'est pas vraiment une définition, mais c'est le moyen qu'on a pour les caractériser. Donc globalement c'est quelque chose qui implique de la turbulence atmosphérique et qui est représenté ici par ces termes de covariance, où W la vitesse verticale, Q c'est l'humidité spécifique de l'air, et les primes signifient que ce sont les aspects turbulents, donc les variations de ces variables-là dans l'atmosphère. Et ça c'est difficile à mesurer. Donc alors juste en passant ici, je vous introduis également des échelles qui vont apparaître dans la suite de mon exposé, qui sont des échelles associées à la turbulence. C'est ça le message ici. Et qui vont nous permettre de caractériser ces échanges sur l'atmosphère avec d'autres instruments que des mesures directes des fluctuations de vitesse et des fluctuations d'humidité ou de température. Juste un exemple à quoi se ressemblent ces flux. Donc vous avez ici toujours sur un site ouest africain des cycles diurnes moyens associés donc au bilan d'énergie sur la surface, où on retrouve donc le rayonnement net, le flux sensible et le flux latent qui sont les flux turbulents, et puis le flux dans le sol. Ici pour 2 saisons, en juillet et en novembre. Et donc typiquement, on reconnaît le cycle diurne, on reconnaît donc avec le rayonnement net ici, qui peut être assez variable en fonction des saisons, et puis l'évapotranspiration qui suit ce cycle diurne, associé donc à l'énergie disponible, qui sont ici les cercles ouverts. Il faut savoir que donc vous avez une image ici des instruments qu'on utilise pour mesurer ça. Donc la caractéristique de ces mesures-là correspondent à des surfaces de l'ordre de l'hectare. Et donc c'est la mesure directe et de référence que l'on sait obtenir pour ce terme-là. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail sur les mesures, ça demande de la mesure à haute fréquence, donc à 20 Hz en particulier, 20 mesures par seconde, du vent et de l'humidité. Beaucoup de maintenance, et donc des mesures comme ça, on n'en a pas tant que ça de par le monde, donc c'est organisé en réseau aujourd'hui, hein, dans les réseaux FluxNet par exemple, ou Ameriflux, etc. Il y a des réseaux également en Europe qui permettent de garder ces mesures-là. Très rapidement, pour terminer sur les aspects un petit peu théoriques, donc on utilise, parce que c'est compliqué, on utilise ce qu'on appelle la théorie des similitudes, qui nous permet d'identifier des lois d'échelle entre ces variables turbulentes qu'on a ici, et puis des gradients des champs moyens.
des U sur des Z, par exemple, qui sont ici associés au profil de vent, mais aussi des Q sur des Z, et qui seraient associés à un Q star ici. Et on montre que dans l'atmosphère, ces champs moyens, ici, sont reliés à ces variables turbulentes par des fonctions universelles qui dépendent d'un seul paramètre, qui est la stabilité. Donc ce sont quelque chose que l'on va utiliser par la suite. Donc je fais juste introduire ça pour montrer comment on passe d'une variable moyenne à une variable turbulente. Alors, qu'est-ce que c'est que la scintilliométrie? Donc la scintillation, c'est quelque chose que je fasse ça comme ça, que l'on connaît très bien. Vous pouvez voir ça sur cette image-là, normalement, où on voit effectivement que bah, au-dessus de ce champ de blé qui est chaud, on a l'image en train de vibrer, et donc c'est associé à c'est le principe de la scintillation, et c'est caractéristique de la turbulence traversée par le signal, par l'image du champ de maïs ou de la maison qui est derrière, et qui arrive jusqu'à notre œil. Si on regarde ce qui se passe sur un champ de maïs et sur un champ de blé, alors à part que l'image ici bouge parce que l'opérateur était tremblotant, de fait, c'est le degré de scintillation, la force de la scintillation dépend directement du flux de chaleur sensible qu'il y a, donc de l'énergie qui va sortir de la surface et qui va remonter à l'atmosphère. Je suis perdu dans tous mes trucs. Voilà. Donc ici, donc c'est ce que ça a été très bien décrit, en particulier par Tartarsky dans les années 60, qui nous a permis de faire un lien entre ce paramètre-là, qui est une variance d'intensité de signal. Donc c'est vraiment l'effet de scintillation au niveau de notre œil, et qui est relié à un paramètre turbulent qui est ce Cn carré ici, qui est un paramètre de structure. Donc j'ai noté ici la définition qui est par là au bout. C'est pas très important, qui correspond à peu près à une covariance spatiale de deux états de l'atmosphère séparés d'une certaine distance. Ici ρ dans l'expression. Donc ça, il faut voir ça comme une covariance spatiale de quoi? De l'indice de réfraction de l'air. Et donc cette covariance spatiale d'indice de réfraction de l'air, quand un signal le traverse, eh bien ce signal est perturbé et il va varier, on va avoir une variance de signal au niveau du récepteur. Quand c'est une image, c'est notre œil. Quand c'est un film, pardon, c'est notre œil. Ok, donc cet effet de scintillation, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que cet effet de scintillation, il est associé à la turbulence atmosphérique. Et associé à la turbulence atmosphérique traversée par un signal entre une source et un récepteur. Hop, c'est là, normalement. Donc, alors, encore une fois, tout ça, c'était assez bien décrit, c'est quelque chose qui est assez robuste, la physique de tout ça, c'est assez robuste. Sauf que Cn carré, nous, l'indice de réfraction, c'est pas ce qui nous intéresse directement. Ce qui nous intéresse, ce sont les échanges sur l'atmosphère. Et donc, il faut revenir depuis l'indice de réfraction à des variables de l'environnement, qui sont la température, l'humidité. Et sachant que cet indice de réfraction dépend des caractéristiques thermodynamiques de l'air, eh bien, on peut revenir à la température, à l'humidité, via une expression comme ça qui participe donc à la covariance spatiale, le Cn carré de l'indice de réfraction de l'air. Ce qu'il faut noter, c'est que les coefficients qui sont devant chacun de ces termes dépendent de la longueur d'onde, et en particulier pour des longueurs d'onde infrarouges, visibles, eh bien, le terme le plus important dans cette expression est le terme associé à la température, ce qui fait que dans le visible, quand on voit de la scintillation, eh bien, c'est associé à des fluctuations et des perturbations de température et de chaleur. Voilà, donc vous avez une expression ici qui, en infrarouge, ne dépend que des caractéristiques de température. Non, c'est là. Et
de nouveau, on est capable de relier ces carrés, ces t carrés par exemple, hein, C peut prendre toutes les valeurs ici, à une fonction de similitude euh, qui est tracée ici pour des atmosphères instables et puis pour des atmosphères stables. Et donc on est capable de, par ces fonctions de similitude, de relier ce terme moyen à une échelle de température T étoile qui intervenait dans l'expression du flux que j'ai définie tout à l'heure. Donc on mesure, l'idée hein, c'est de mesurer la variance de signal. On en déduit un Cn carré, on en déduit un Ct carré, et puis on en déduit un T étoile, et enfin le flux de chaleur sensible pour les scintilliomètres, pour la scintilliométrie ou la scintillation infrarouge. Alors, est-ce que ça marche tout ça? Eh bien, juste, parce que c'est finalement très indirect, juste un exemple ici, toujours sur mon site ouest-africain, où bon, les images ici sont un peu sombres, désolé. Donc, vous voyez ici donc l'installation vue de dessus d'un scintillomètre qui était entre ce point-là et ce point-là. Une tour d'édit covariance qui était ici. Vous voyez tout de suite, là, en termes de représentativité, ce que l'on mesure avec l'un et l'autre des instruments est très différent en termes d'échelle. Encore une fois, on a quelque chose qui est à peu près l'hectare ici, et ici on a quasiment le kilomètre carré. Et puis vous avez ici les mesures des deux appareils, donc l'édit covariance d'une part, la mesure de référence en point rouge, et puis la mesure scintilliométrique en point noir, où on voit que évidemment on retrouve assez bien le cycle diurne. Il y a un événement pluvieux ici, la mesure réagit également à cela pour les deux instruments. Alors on voit aussi des différences qui sont associées essentiellement au fait qu'on ne voit pas la même surface, mais qu'on l'explique assez bien, puisque ici l'édit covariance est plutôt des surfaces sèches, donc avec des flux sensibles qui sont beaucoup plus forts. Et dès qu'on vient humecter la surface complètement avec de la pluie, eh bien les mesures se retrouvent au même niveau, c'est-à-dire qu'on a le même type de caractéristiques, même type d'échange entre la surface et l'atmosphère pour une surface mouillée. Alors, c'est pas une validation, et ça, parce que c'est très difficile de valider dans le sens où on n'a pas de mesure à cette échelle-là de référence. Donc, tout ce qu'on peut exprimer, c'est le fait que c'est cohérent, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En particulier sur les milieux complexes, c'est-à-dire que sur des milieux qui sont très hétérogènes, où on n'est pas capable d'identifier ce qui va venir d'une surface et ce qui va venir de l'autre. Donc tout ça, ça a été documenté par différents auteurs. Hein. Aujourd'hui, la scintilliométrie infrarouge pour mesurer les flux de chaleur sensibles, c'est quelque chose qui est plutôt opérationnel, qui marche très bien. Où on a on a un faisceau de preuves sur le fait que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien pour les couverts raisonnablement hétérogènes. Si on veut passer ensuite à l'évapotranspiration, donc au flux de chaleur latente, eh bien, il va falloir trouver quelque chose qui est relié au flux de chaleur latente, donc au Q étoile, donc à ce terme-là, qui n'est pas accessible par la scintilliométrie infrarouge. Mais en jouant sur différentes longueurs d'onde, en particulier en utilisant les micro-ondes, eh bien, on a une contribution non négligeable de CQ carré dans le CN carré microwave, micro-ondes, et donc on peut obtenir une mesure du Q étoile. Alors ça a été documenté dans les années 90, mais ça ne refait surface qu'aujourd'hui avec la disponibilité d'instruments commerciaux dans cette longueur d'onde-là, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et puis, on a exploré également la capacité de la scintilliométrie à essayer à fournir, scintilliométrie infrarouge, pardon, à fournir des flux latents par bilan d'énergie, où on utilise la scintilliométrie infrarouge ici, et puis en caractérisant le bilan d'énergie, donc flux de rayonnement net et flux dans le sol, eh bien, on peut imaginer obtenir un flux de chaleur latente intégré à l'échelle du scintillomètre.
Alors pour faire ça, j'ai commencé ce genre de manip dans les années 2000 et la première manip que je vous montre ici pour voir si ça fonctionne ou pas, quelles sont les incertitudes. C'est une manip qui était très cadrée sur un asphalte, une surface de parking que l'on arrosait de manière voilà, avec un système d'arrosage qui est ici, hein, avec des systèmes d'arrosage, et donc des pluies qui étaient très contrôlées en quantité, en intensité. Et on a mesuré là-dessus par édicovariance d'une part, c'est l'un de ces deux mâts ici, et puis par scintilliométrie d'autre part, les différents flux de chaleur sensibles et flux de chaleur latente. Alors, donc voilà ici, et puis on avait donc la possibilité de mesurer donc par édicovariance, par scintilliométrie, et puis de contrôler le flux latent résidu du bilan d'énergie par un bilan d'eau, ou ici qui se résumait à la pluie moins le runoff. Donc ici, caractérisation des incertitudes sur le rayonnement net sur le flux dans le sol. Donc vous pouvez voir qu'en fonction des instruments, déjà sur le rayonnement net, eh bien, on peut avoir de l'incertitude en particulier la nuit. On le voit très bien apparaître ici, de quelques dizaines de watts. Donc les méthodes de bilan d'énergie, elles sont associées à des mesures, à des caractéristiques, enfin à de l'incertitude. Et de même pour le flux dans le sol, où il y a différentes méthodes de calcul du flux dans le sol, et vous voyez qu'en fonction de la méthode que l'on utilise, eh bien, on peut avoir des incertitudes jusqu'à une centaine de watts par mètre carré dans la journée. Donc quand on applique des méthodes de bilan d'énergie, il faut faire très attention à l'estimation de ce terme-là, que l'on a besoin, non pas en profondeur, mais qu'on a besoin à la surface, Z égale 0. Alors, est-ce que, encore une fois, ça fonctionne? Vous avez ici d'abord les flux sensibles mesurés par scintilliométrie versus les flux mesurés par édicovariance en termes de R carré et de droite de corrélation. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a aussi des incertitudes sur la mesure de référence et à ce stade, on est plutôt satisfait de ce genre de résultat. On ne peut pas dire que l'un mesure mieux que l'autre. Ensuite, en termes de bilan d'énergie, vous avez ici les séries de flux de chaleur latente, à la fois par scintilliométrie en gris et par édicovariance, ce sont les points noirs. Et donc là, de même, on voit que le bilan d'énergie, eh bien, on obtient quelque chose de relativement cohérent quand il pleut et relativement précis sur la courbe grise. Quand il pleut pas, eh bien, on retourne à zéro quasiment à chaque fois. Et puis à chaque fois qu'il y a un épisode de pluie, chaque fois qu'il y a un arrosage, on a le pulse d'évapotranspiration, ici d'évaporation, que l'on mesure par les deux méthodes. En termes de corrélation entre les deux, alors on mesure légèrement plus par scintilliométrie que par édicovariance, ce qui va plutôt dans le bon sens, sachant qu'en général l'édicovariance a tendance à sous-estimer le terme d'évapotranspiration. Donc la méthode de bilan, quand elle est bien appliquée, elle permet d'obtenir des mesures qui sont correctes. Et si on va vers le bilan d'eau, je vais peut-être juste m'arrêter sur les histoires de fermeture. Quand le résidu du bilan d'énergie, on a une fermeture à 5% sur le bilan d'eau, qui est très correcte par rapport à une fermeture à 10% avec les tours d'édicovariance. Donc tout ça pour dire que la méthode du bilan d'eau, elle permet de faire des mesures qui sont voilà, cohérentes du flux de chaleur latente, sauf que ça demande pas mal d'efforts sur le travail de tous les termes de rayonnement net, de flux dans le sol et de flux de chaleur sensible par scintillomètre. Je vais passer là-dessus. Donc pour des premières conclusions, donc c'est une méthode qui fonctionne. Il faut porter une attention particulière sur le rayonnement net moins le flux dans le sol. Globalement, le footprint est moins affecté par donc l'empreinte du scintillomètre est moins affectée par les différences de manière générale, hein, par les différences de
variation de vent. Disons que c'est tout ou rien, on voit d'un côté ou de l'autre, mais des faibles variations de vent, ça permet de... Voilà, on a une certaine stabilité, on va dire, de la visibilité, de la zone d'influence du capteur. Par contre, encore une fois, c'est une méthode indirecte qui cumule toutes les erreurs de mesure que l'on a sur les différents termes qui permettent d'accéder au flux de chaleur latente. Quid des cas hétérogènes, donc juste 2-3 mots donc, sur cet observatoire qu'on a ici, en Afrique de l'Ouest sur 3 sites qui couvrent donc le gradient pluviométrique depuis le sud jusqu'au Sahel, pour lequel on a des données déjà depuis 25 ans. On va fêter le 25e anniversaire en novembre prochain, et où on s'intéresse à des enjeux autour de la ressource en eau, des rétroactions et des événements extrêmes. Donc dans cette région, j'ai installé donc on a des tours d'édicovariance qui sont installés. Et l'un des thèmes que l'on regarde, c'est l'impact de l'occupation du sol sur le bilan d'eau. Et quand on regarde au cours des dernières décennies l'évolution du couvert végétal, eh bien, on a eu des pertes en couvert forestier qui sont très très importantes, et donc qui ont certainement affecté et qui contribuent au changement du bilan d'eau sur ces territoires. Donc ici vous avez des séries sur 3 années de flux sensibles et de flux latents sur ces deux types de couverts, donc forestier et savane. En noir, ce sont les forêts, en gris, ce sont les savanes. Et vous pouvez voir la grosse différence, elle se passe essentiellement sur le flux latent dans la saison sèche, où on a de la végétation arborée qui continue d'évapotranspirer, alors que les savanes, elles, sont complètement sèches et donc évapotranspirent très très peu. Alors, j'ai eu installé un scintiomètre dans ces régions-là, donc encore une fois ici sur ce transect de 2,4 km, et lieu où il y avait également donc différentes stations de rayonnement net, différentes stations d'humidité dans le sol et de flux dans le sol, et qui m'a permis de faire un bilan d'énergie et un bilan d'eau. De même, ici, une quantification des erreurs sur la variabilité du rayonnement net et du flux dans le sol. Vous avez ici une variabilité, donc, encore une fois, de plusieurs dizaines de watts sur le rayonnement net en fonction des types de couverts, rien de surprenant. Et puis, pareil, sur le bilan, sur le flux d'énergie dans le sol. Donc, tout cela doit être documenté si on veut faire un bilan d'énergie à l'échelle du scintillomètre pour pouvoir avoir un flux dans le sol moyen, un rayonnement net moyen, et réaliser le bilan d'énergie tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça, oui, pardon, ça c'est le flux dans le sol. Le précédent, c'était le rayonnement. En flux dans le sol, on voit ici la variabilité, encore une fois, qu'il y a, qui peut être très important sur, encore une fois, plusieurs dizaines de watts en fonction des différentes stations que l'on a ici dans le footprint du scintillomètre. Quand on fait le bilan, donc de nouveau Rn net moins G moins H scintillomètre, et bien voilà le résultat. Donc c'est beaucoup plus bruité que ce qu'il y avait tout à l'heure sur l'asphalte. Vous avez ici donc en noir le rayonnement net et ici le flux dans le sol, donc dans des périodes sèches, donc il est très faible et le bruit est supérieur en gros au signal moyen. Et donc il y a un événement pluvieux ici qui permet, donc qui fait qu'on a un pulse d'évapotranspiration, et on reconnaît ici le cycle diurne en rouge de l'évapotranspiration sur ce site-là. Bien, donc cette manip a duré plusieurs années, et vous voyez ici la série temporelle en valeur moyenne journalière, donc pour le rayonnement net, pour le flux sensible, donc qui est la mesure directe du scintillomètre, avec pas mal de manque de mesure, et ce qu'on a réussi à retrouver en termes de cycle annuel de flux de chaleur latente.
et ici donc la fraction évaporative associée, qui d'année en année, on retrouve quelque chose d'assez cohérent, avec quelque chose d'assez faible en saison sèche, de l'ordre de 0,7, 0,8 pour la fraction évaporative en saison humide, et avec des caractéristiques relativement constantes par saison. Et en saison intermédiaire, quelque chose qui est, voilà, on a la variabilité et quelque chose qui croît de manière assez linéaire entre les deux. Bien, alors qu'est-ce que valent ces valeurs-là? Donc c'est là qu'il faut s'intéresser au bilan d'eau. Aujourd'hui, c'est le seul moyen que moi enfin, c'est l'un des moyens qu'on a pour valider les termes. Alors, je focalise ici sur un événement pluvieux en saison sèche, c'est le même que tout à l'heure. Vous avez en bâton sur ces graphes-là les estimations par scintillomètrie de l'ordre du millimètre par jour. Et ici, enfin 0,5 mm par jour, et puis un peu supérieur au millimètre par jour ici, après l'événement pluvieux. Alors, il y a plusieurs questions alors pour regarder ça, c'est une période pour laquelle il n'y a pas de ruissellement, il n'y a pas l'infiltration mouille le premier mètre, mais rien de plus. Donc a priori, il y a la pluie, elle s'évapore et c'est terminé. Il y a le bilan d'eau est réduit à pluie et évaporation. On a cumulé donc le gain et les pertes en eau du premier mètre de sol à partir des mesures qu'on avait, et c'est la courbe bleue que vous avez ici, là, enfin, qui est ombragée en bleu, et qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a vu par scintillomètre. Il manque en gros 1 mm entre les deux ici, et donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il se passe autre chose dans ce bassin-là. Ça c'est la première chose. Par contre, en termes de dynamique, si on regarde cette dynamique-là et la dynamique du ressuyage, eh bien, il y a quelque chose qui se passe plutôt temporellement, c'est la même dynamique. Et donc, on est allé chercher qu'est-ce qui pouvait causer ce millimètre de différence. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Hein. Alors, d'une part, c'est la nappe qui contribue. Donc, pour pas laisser garder le suspense trop longtemps. Donc c'est la nappe qui contribue, donc pour caractériser les pertes de la nappe et les quantités d'eau qui participent à l'évapotranspiration dans la nappe, il y a besoin de caractériser la porosité des aquifères, parce qu'on a des mesures de niveau d'eau dans la nappe, mais ça ne nous donne pas les quantités d'eau, donc il faut la porosité pour avoir la quantité d'eau qui quitte la nappe. Donc pour ça, eh bien, on bénéficie d'une couverture électromagnétique de tout le bassin qui permet de caractériser les roches, qui permet par cluster, donc pardon, je fasse ça comme ça, qui permet dans l'empreinte de scintillomètre d'avoir une porosité moyenne dans chaque empreinte du scintillomètre, et à partir de là, eh bien, alors je sais plus, ça va être marqué. Oui, donc d'un côté et de l'autre du scintillomètre, on a des porosités qui sont différentes, et avec une perte en eau de l'ordre de centimètres par jour dans la nappe, eh bien, ça nous permet de reconstituer un volume qui est perdu. Et typiquement ici, c'est de l'ordre le centimètre que l'on voit perdre dans la nappe, eh bien, il correspond à des volumes qui viennent quasiment nous donner la courbe rouge, et donc quasiment ce que l'on observe par scintillomètrie en termes de perte en eau du bassin versant. Donc encore une fois, c'est pas une preuve, mais on a quelque chose qui est cohérent, qui nous a non seulement permis de donner une validation entre guillemets de la méthode, et qui nous a permis également de comprendre d'où venait cette évapotranspiration, et donc de comprendre les processus de ce bassin versant. On peut faire la même chose à l'échelle annuelle en faisant du gap filling et en reconstituant l'ETR donc par scintillomètrie, et de même sur le bilan annuel, vous avez ici la pluviométrie, vous avez avec son incertitude l'évapotranspiration sur le bilan annuel ici, et vous avez ici le terme de ruissellement normalement qui apparaît ici en jaune.
Et donc globalement, on retrouve les ordres de grandeur du bilan annuel qui nous font qui nous montrent que notre estimation évapotranspiration par scintillomètrie et par bilan d'énergie, elle est cohérente avec les autres termes du bilan d'eau, ce qui est plutôt satisfaisant. Par contre, évidemment, ça a demandé beaucoup d'efforts pour en arriver là. Parce qu'il a fallu traiter des données de scintillomètrie, des dicovariances, de nappes, d'humidité du sol, et tout ça de manière distribuée pour pouvoir en arriver là. C'est les conclusions ici, eh bien, c'est que c'est une méthode qui est plutôt satisfaisante, mais qui demande beaucoup d'efforts. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode pour estimer le TR? Je dirais oui, dans certaines conditions, quand on fait de l'étude de processus. C'est qu'on peut voir des choses, ça peut nous aider à voir des choses sur des bilans intégrés. Par contre, d'un point de vue opérationnel, je ne referai pas ça. Bien. Alors, on a d'autres méthodes, qui est aujourd'hui donc la méthode ce qu'on appelle bichromatique, qui utilise deux longueurs d'onde, l'infrarouge d'une part et le micro-ondes d'autre part, qui nous permet de déconvoluer les mesures de CN carré que l'on fait avec le scintillomètrie, et en produisant un CT carré d'une part et un CQ carré d'autre part. L'un va nous permettre d'accéder au flux sensible et l'autre au flux latent. Donc ça c'est un rappel. Dans l'infrarouge c'est plutôt le CT carré, et dans micro-ondes, eh bien évidemment on va pouvoir obtenir ce terme de CQ carré qui va nous permettre de calculer Q étoile et puis donc le flux chaleur latent. Il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas d'instruments commerciaux, donc pour ma part, je me suis associé avec le Rutherford Appleton Laboratory pour faire un prototype. Donc c'est l'instrument que vous avez là, avec le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, éventuellement, le data logger, etc. À savoir que ici on a une interface LabVIEW et on a un data logger national instrument qui nous permet d'accéder à de la mesure au kilohertz et donc d'accéder au signal brut de scintillation et de retrouver ce type de signaux assez classiques quand on le représente en fréquentiel, avec un plateau de scintillation ici, une pente attendue qui est en moins 8 tiers, et puis voilà, ça permet d'aller vers l'instrument. Les deux ici, on peut regarder que c'est assez sensible, en fait ça représente ce qu'il y a ici et ici, et donc on voit très bien les niveaux du plateau de scintillation qui, malgré quelque chose en valeur moyenne qui est assez faible, qui est reproduit ici au niveau du plateau de scintillation, on est assez content avec la sensibilité de cet instrument. Cet instrument, je l'ai donc mis en œuvre dans un milieu agricole, donc en région parisienne, à l'Orgeval. Vous voyez ici le parcellaire, donc quelque chose d'assez hétérogène. Par contre, le terrain est assez plat, c'est la photo donc du séminaire. Et cet instrument qui est ici en micro-ondes est mis en parallèle avec un scintillomètre infrarouge sur une distance de 4,5 km, 27 mètres de hauteur à peu près, et avec des vents dominants qui sont soit d'un côté, soit de l'autre, et perpendiculaires à peu près au faisceau du scintillomètre. Voilà une première série. Donc ici c'est une série du mois d'août 2016, avec sachant que on a a priori des données sur 18 mois et prévu pour 2 ans. Et vous voyez ici le flux sensible avec sa dynamique qui est ici en rouge. J'ai pas mis la légende, pardon. En jaune, c'est le rayonnement net, encore une fois, qui nous sert un petit peu de référence. Et puis vous avez normalement en noir, si la légende est là-bas, il me semble que c'est les flux de chaleur sensible et de chaleur latente, mesurés par édicovariance sur la station, si je reviens en arrière, qui est d'édicovariance, qui est ici dans un champ, pour le coup, qui devait être un champ de maïs. Vous avez ici le footprint du scintillomètre, donc je passe sur tout ça. Le footprint du scintillomètre qui nous permet d'identifier la contribution de chaque type de parcelle à la mesure, en fonction de la direction du vent. Voilà, et si je sépare cette contribution en des parcelles qui sont récoltées au mois d'août
donc tout ce qui est blé, orge, etc., les cultures de printemps, et ce qui sera récolté qu'à l'automne, donc le maïs, le tournesol, etc., eh bien, ça donne un contraste de surface, et donc je peux quantifier la séparation, et donc en gros, sur cette empreinte, on a 75% qui est couvert avec du blé ou des cultures donc de l'ordre du mètre de hauteur et qui sont récoltées en août. Et puis donc 25% de maïs, donc les cultures qui restent vertes, qui évapotranspirent encore en août et qui sont relativement hautes en termes de rugosité. Pardon, j'ai fait une expérience pour caractériser les comportements de ces types de surfaces en termes de fraction évaporative et de rapport de Bowen. Je rappelle le rapport de Bowen, donc c'est le rapport entre flux sensible et flux latent, et la fraction évaporative, donc flux latent sur énergie disponible. Donc quelque chose qui est relativement constant dans la période du mois d'août. Et donc j'ai essayé de regarder, donc c'est des travaux en cours qui sont préliminaires, de regarder comment si à l'échelle du scintillomètre, on voyait une moyenne de ces flux-là à l'échelle du footprint de l'empreinte du scintillomètre. Donc vous avez ici le rayonnement net sur une période ensoleillée de 5 jours, et ici la fraction évaporative fois le rayonnement net qui apparaît pour le maïs. Et la mesure que je suis capable de faire à la même époque, à la même période, sur le maïs. Donc on voit que le modèle correspond à peu près à ce que je sais mesurer sur le maïs, pour le flux latent et pour le flux sensible. Donc ici, flux latent, flux sensible en haut et flux latent en bas. Voilà. La même chose pour le blé. Donc ce qui me donne en fait entre ces deux courbes la variabilité que j'ai en termes de flux sensible et de flux latent à l'échelle du scintillomètre sur ce terrain-là. Et la mesure en noir, donc la mesure pondérée par les surfaces en noir, qui me donne donc par un modèle ici la valeur moyenne intégrée à l'échelle du scintillomètre à partir de mesures sur blé et sur maïs, et donc qui est associée à cette variabilité. Si je plotte par-dessus les mesures du scintillomètre, ici en rouge pour le flux de chaleur sensible et en bleu pour le flux de chaleur latente, on voit que la méthode bichromatique, elle permet d'obtenir quelque chose qui est vraiment représentatif de la moyenne pondérée des flux sensibles et des flux latents. Donc ça, c'était pour une période ensoleillée. Pareil pour une période un peu plus nuageuse et pluvieuse, enfin plutôt nuageuse. Et bon, on voit que c'est un petit peu plus bruité en termes de résultats, mais que encore une fois, la valeur moyenne est plutôt ressemble beaucoup à ce que l'on mesure par scintillomètrie micro-ondes et infrarouge. Donc en termes de conclusion, cette méthode bichromatique, elle est très prometteuse pour mesurer des flux d'évapotranspiration à l'échelle du kilomètre carré. Les instruments ont beaucoup progressé et ont été beaucoup fiabilisés ces dernières années. Donc je pense au modèle commercial d'aujourd'hui ou au prototype que j'ai utilisé. On a beaucoup avancé là-dessus. Donc voilà, c'est des mesures, c'est des instruments qu'il faut vraiment utiliser aujourd'hui, je pense. Ça permet des mesures aussi à pas de temps fin, donc j'ai rien montré ici, mais c'est-à-dire que autant les covariance, on a des mesures qui sont par construction, obligées d'être à l'échelle de la demi-heure. On peut descendre à des pas de temps plus fins avec la scintillomètrie. Ici 10 minutes, j'ai fait des tests même sur le parking, c'était les figures que j'ai sautées à la minute de résolution, on a des résultats qui sont intéressants. Déjà, donc ça c'est très intéressant pour regarder la dynamique rapide des flux après des événements pluvieux en particulier. Ça reste une mesure qui est difficile à évaluer. Voilà, et encore une fois, c'est une méthode qui est très intéressante pour les couverts hétérogènes,
qui donne des mesures à des échelles qui sont compatibles à, avec les produits satellites, à celles des produits satellites, à celles des sorties de modèles qui sont de l'ordre du kilomètre de résolution. Et donc, pour moi, ça reste des méthodes qu'il faut continuer à explorer. C'était une question que posait Daniel tout à l'heure. Et puis d'autre part, je finis juste sur cette galerie d'images où en fait la scintillométrie, on peut l'utiliser aussi pour plein d'autres choses que l'évapotranspiration. Donc ça mesure de la turbulence, du CN carré déjà, ça mesure de la pluie, dans le sens où le signal est atténué et peut mesurer une quantité de pluie intégrée sur pareil sur le schéma sur entre l'émetteur et le récepteur, ça peut mesurer une vitesse de vent transverse, etc., etc. Donc il y a aussi des sous-produits de la scintillation que l'on peut utiliser. Euh, c'est un instrument comme tous les satellites, finalement, tous les instruments de télédétection qui donnent des services autres que ceux pour lesquels ils ont été designés au départ. Et donc, ça permet d'explorer beaucoup de choses avec ce type d'instrument. Je m'arrête là. Merci pour votre attention. Désolé d'avoir été un peu long. Et je suis à l'écoute pour vos questions. Maintenant, il y a